On retrouve Pierre-Emmanuel Guigaud, historien, maître de conférence à l'Université de Créteil et responsable de l'association Michel Rocard. Bonjour. On pensait Bonjour. que suite à l'élection de Yaël Braun-Pivet au perchoir, la majorité relative était une alliance entre la Macronie et la droite républicaine. L'élection d'Éric Coquerel montre que c'est pas aussi clair. Qu'en pensez-vous? C'est assez ambigu comme élection puisque ce poste revient toujours à l'opposition. Donc finalement, être élu à ce poste, c'est reconnaître que la gauche fait partie de l'opposition face à la droite qui a remporté effectivement la présidence, la droite et le centre avec la présidence de l'Assemblée nationale. Donc on a une situation qui est assez ambiguë. On a vu que au niveau du bureau, la gauche est majoritaire, mais qu'au niveau de la présidence des différentes commissions, c'est au contraire le centre et la droite qui ont une nette majorité, avec 6 sur 8, comme vous l'avez rappelé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le grand perdant de ces différentes élections à l'Assemblée nationale, c'est clairement le RN, qui eh bien, n'a ni aucune présidence de commission, ni aucun poste au bureau de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ça veut dire qu'on s'oriente du coup vers une majorité relative entre la Macronie et la droite républicaine, vu qu'ils ont obtenu 6 des 8 présidences de commission? Alors, c'est un des éléments qui sont sur la carte. Le problème, c'est que ça ne suffit pas à avoir une majorité suffisamment confortable. En tout cas, ça ne suffit pas du tout à avoir une majorité absolue. Et ils devront donc chercher, si jamais c'est cette majorité-là qui se dessine, eh bien, des soutiens à gauche, des soutiens au RN, ce qui, dans les deux cas, semble très difficile. Donc, ça ne remet pas en cause la situation telle qu'elle est sortie du résultat du scrutin il y a maintenant presque 2 semaines. On a toujours une situation qui est très ambiguë, avec une majorité qui, de toute façon, quelle qu'elle soit, devra composer avec des oppositions qui seront très fortes ou avec des majorités à la carte, en fait, suivant chacun des textes qui sera voté. Vous parliez justement de chercher des soutiens à gauche, mais vu l'élection d'Éric Coquerel, on imagine mal là une rupture du nouveau Front populaire. Alors, effectivement, il y a eu, avec ces différents votes, une resolidification du Front populaire qui est due à ces différentes élections. Et il y a eu plutôt une assez grande solidarité, que ce soit derrière la candidature d'André Chassaigne pour présider à l'Assemblée nationale, ou pour les différentes commissions, ou encore pour les postes au bureau de l'Assemblée nationale. Alors que ces jours-ci, on voyait au contraire des tensions très fortes, notamment autour du nom du futur Premier ministre, puisque la France insoumise et le PS avaient présenté des noms, Laurence Tubiana, Huguette Bello, qui à chaque fois avaient été rejetés par les autres composantes. Donc ces tensions-là semblent mises de côté, mais elles peuvent très rapidement revenir puisque eh bien, les différents groupes appellent à un vote pour choisir le Premier ministre proposé par le nouveau Front populaire qui devrait avoir lieu le 23 juillet. Pour l'élection, rapidement, pour revenir à l'élection de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, on a quand même assisté à une victoire du Nini. Oui, parce qu'effectivement, elle a réussi à faire un relatif consensus au centre et centre droit, alors qu'il y avait eu des tensions assez fortes. On sait qu'Emmanuel Macron lui en voulait de ses prises de position lors de la campagne des législatives. Elle avait très mal pris la dissolution et elle s'était présentée finalement avec une assez grande indépendance à l'égard d'Emmanuel Macron. Là, eh bien, elle a réussi finalement à rassembler derrière elle le centre et le centre droit contre eh bien, la gauche du nouveau Front populaire et contre l'extrême droite qui présentait chacun des candidats de manière unie. Mais l'alliance entre la Macronie et la droite républicaine, elle n'est pas majoritaire dans le pays. Non, justement, elle n'est ni majoritaire dans le pays, ni majoritaire à l'Assemblée nationale. On pourrait même dire que dans le pays, en termes de poids électoral, elle est très minoritaire. Si on prend les résultats des dernières législatives ainsi que des dernières européennes, eh bien, celles-ci ne dépassent pas de beaucoup les 20%. On est autour de 20-21% et guère plus. Donc, face à des oppositions, si c'est bien cette majorité-là qui se dessine, qui sont quand même très fortes, avec 30% pour chacun des blocs, que ce soit le bloc de gauche ou le bloc d'extrême droite. Et aucune de ces alliances dont vous parlez pourra faire face à une motion de censure. Tout à fait, puisque s'il n'y a pas de majorité absolue, ça va être très dur de résister à une motion de censure, puisque en cas de crise grave, eh bien, les oppositions n'hésiteront pas eh bien, à la voter. Alors cette motion de censure, elle sera plus difficile à voter néanmoins pour le groupe de centre, puisqu'on a du mal à imaginer que la gauche, sauf encore une fois crise grave, crise majeure, eh bien, associerait ces noms
à l'extrême droite lors d'une motion de censure. Ce serait difficile de dire d'un côté on fait barrage au RN, aux élections législatives et à la désignation à des postes à l'Assemblée nationale, et en même temps accepter de voter avec le RN une motion de censure contre un gouvernement quel qu'il soit. Donc ça ne peut être utilisé qu'en extrême recours, ce qui donne quand même une marge de manœuvre assez importante à un gouvernement issu du centre et de la droite. Et en cas de censure, quelles seraient les solutions pour le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui lui n'a toujours pas acté à ce jour la défaite électorale de son camp? Non, il ne l'a pas acté parce que effectivement, il imagine que peuvent se créer finalement des coalitions entre différents partis, entre certaines personnes venant du PS, entre une partie de la droite. C'est comme ça qu'il imagine les choses, et c'est une vision des choses qui n'est pas totalement absurde d'ailleurs, hein. Alain Peyrefitte témoignait dans les années 1990 que le général de Gaulle avait envisagé en 1967 une potentielle défaite électorale. Et le général de Gaulle avait dit qu'il ne démissionnerait pas si c'était le cas, sauf si vraiment la défaite était écrasante, et que dans ce cas-là, eh bien, il nommerait un gouvernement technique cherchant des alliances entre son propre parti et d'autres partis de centre ou de centre droit. Donc c'est quelque part sur cette idée-là, déjà déployée en 67 par le général de Gaulle, qu'Emmanuel Macron va essayer de s'appuyer pour composer une majorité et un gouvernement. Oui, mais ils ont perdu aux élections européennes et aux 2 tours des élections législatives. Tout à fait, mais le deuxième tour des élections législatives leur ont permis d'être nettement au-dessus des prévisions, puisqu'ils ont quand même plus de 140 députés, et donc c'est là-dessus qu'ils espèrent emmagasiner en s'alliant avec la droite. Mais encore une fois, ça va être très fragile, et le risque de motion de censure est de toute façon très fort. Ils vont avoir beaucoup de mal de toute façon à adopter des lois, puisqu'ils n'auront pas de majorité absolue pour faire adopter celle-ci. Donc on va quand même, quel que soit le gouvernement, vers un gouvernement qui va utiliser du 49-3, des votes bloqués et des ordonnances et des décrets pour gouverner. Et du coup, dans ce cas-là, est-ce qu'il serait quand même obligé de démissionner, ou est-ce qu'on pourrait aller vers une crise de régime, ou d'après vous, ce n'est pas le cas? Alors, la crise de régime, ça signifierait eh bien, qu'aucun gouvernement ne puisse être nommé, qu'il n'y ait pas de majorité du tout qui se dessine. Et dans ce cas, la seule solution pour en sortir, ça serait la démission du président de la République. Alors, on a vu que certains, notamment à gauche, appellent cela de leur vœu. C'est le cas en particulier de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, ça a eu des précédents historiques, hein, puisque en 1879, le président MacMahon, qui était aussi dans une situation de cohabitation, avait dû démissionner face aux Républicains. Et on a également le précédent de 1924, donc il y a un siècle, où le président Mitterrand, qui s'était beaucoup impliqué dans la campagne électorale, avait dû démissionner. Il faut dire quand même qu'on était à l'époque dans un système clairement parlementaire, où c'est l'Assemblée nationale qui avait vraiment la priorité, qui avait le pouvoir le plus important entre les 3 pouvoirs. On n'est pas exactement dans cette situation-là à l'heure actuelle, et en plus, d'ici là, avant qu'on arrive à une telle situation de blocage, eh bien, il y a plein d'autres solutions pour Emmanuel Macron, la solution la plus simple étant sans doute de serrer les dents et de redissoudre d'ici moins d'1 an. Et il me semble d'ailleurs qu'Éric Ciotti a également appelé à la démission du chef de l'État. Le recours à un référendum serait risqué. Alors le recours à un référendum est possible. Il ne pourrait, à mon avis, se faire que dans le cas où il est sûr d'avoir une victoire, puisque là aussi le précédent gaulliste inciterait normalement un président battu, après différents échecs aux législatives et aux européennes, à démissionner, comme l'avait fait le général de Gaulle en 1969. Donc c'est effectivement quelque chose de risqué, et en plus de ça, le référendum a un cadre qui est relativement strict. On ne peut pas utiliser de référendum selon la Constitution pour n'importe quel projet de loi. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel Guigaud, d'avoir été avec nous sur France 24. Merci pour votre décryptage.